Rarement, la place Lénine avait vu autant de monde. Pour la fête de la ville, les autorités ont fait les choses en grand. Jeux pour les plus jeunes, marché en plein air pour les familles et une scène digne des grosses productions télévisuelles russes. Clou du spectacle, ces danseurs déguisés en ouvriers du bâtiment. Une fête avec un invité d'honneur, Anatoly Parkhomov, le maire de Sotchi, venu annoncer la fin du grand chantier. Мы сегодня имеем 360 километров новых дорог, 55 мостовых сооружений. Все это делает наш город очень привлекательный и круглогодичный. C'est dans ce décor d'un autre âge, une station balnéaire désuète au bord de la mer Noire, que Moscou a érigé sa cité olympique. En 5 ans à peine, stades et patinoires sont sortis de terre et partout de nouvelles infrastructures. Hôtels, centrales électriques, routes, ponts, voies ferrées, tout était à faire. Sotchi a vécu au rythme infernal d'un chantier titanesque. Les rares moments de calme, toujours troublés par le passage incessant des camions. Pour le bien des JO, 3000 personnes ont été déplacées, leur terrain récupéré par l'État pour bâtir les infrastructures. Mais ce chantier a provoqué une spéculation immobilière qui s'est répandue bien au-delà des frontières du village olympique. Angela habite ici depuis 30 ans. Sur une petite route escarpée, nous montons chez elle, dans les hauteurs de la ville. Là où on se trouve, c'était le couloir. Là-bas, le parking. Là, c'était la chambre à coucher des enfants, le salon, la cuisine. Je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé ici. Je ne comprends pas comment mon gouvernement a pu me jeter à la rue comme ça, avec mes enfants. Sa maison était bien inscrite au cadastre. Mais en septembre dernier, un tribunal de Sotchi la qualifie de construction illégale, sans expertise et sur la base d'une seule photo. Ordre est donné de démolir. Quand les huissiers et les ouvriers chargés de la destruction sont venus ici, ils m'ont demandé 4 500 € de pot de vin, seulement pour que je puisse récupérer mes propres affaires. C'est du business. Cette terre, je l'ai achetée avant les JO 3 fois moins que son prix actuel. Aujourd'hui, Angela multiplie les démarches pour obtenir compensation. Dans le petit studio où elle habite, les documents à charge s'accumulent. Les vidéos aussi. Mais tous ces éléments, la justice refuse de les porter au dossier. Que voulez-vous? L'appel d'offres pour savoir quelle compagnie allait raser ma maison a été clos à la mi-août, avant même la décision de justice tombée, elle, le 24 septembre. Le juge m'a confié qu'il ne ferait rien. Si je prends une décision en ta faveur, c'est dans ton béton que je serai enterré. Voilà ce qu'il m'a répondu. Victime de juge, pas toujours très juste. Un homme connaît bien les dessous de ce système. Le juge Dmitri Novikov, un insider. Il a travaillé pendant 10 ans à Sotchi. C'est assez épatant de voir comment un même juge décide le matin de raser la maison d'un particulier. À midi, il décide de légaliser une maison identique. Et le soir, rebelote, il décide d'en démolir une autre. Dans des situations identiques, les juges prennent des décisions complètement différentes. En 2010, Novikov découvre que des juges du tribunal du quartier de Khosta à Sotchi bâtissent des fortunes dans l'immobilier. Avec quel argent? En revendant des terres appartenant à l'État. Une magouille qu'il estime à plus de 75 millions d'euros. Novikov dénonce les magistrats corrompus, réclame une enquête. Mais c'est lui qui se retrouve derrière les barreaux. 8 mois de prison où il affirme avoir été torturé. Libéré, rétabli dans ses fonctions, il est aujourd'hui le seul à parler ouvertement de la corruption des tribunaux de la cité olympique. Il y a 2 ans, quand Sotchi était en plein boom de la construction olympique, un homme a été abattu. Un homme que toutes les chaînes de télévision ont appelé le parrain de Sotchi, Kagassian Edouard.
En réalité, Kagassian était l'adjoint du juge en chef du tribunal régional de Krasnodar. En fait, les criminels travaillent avec les juges, les mafieux organisent leur business de BTP et ils se partagent des sommes colossales. Des parrains qui copinent avec les juges, des fonctionnaires qui extorquent des pots de vin aux habitants, qui laissent faire. Pourquoi? Nous retrouvons Anatoly Pakhomov, en pleine inspection des travaux de la nouvelle zone piétonne qu'il a créée à Sotchi. Le maire est formel. Dans sa ville, il n'y a ni mafia, ni corruption. Non, il n'y a rien de ce genre. Je ne connais aucun habitant de notre ville qui soit impliqué dans ce genre d'affaires. Et puis, il n'y a pas tant d'argent que ça ici. Tout le monde croit qu'ici, il y a beaucoup d'argent, mais c'est faux. Quant aux sites olympiques, ils sont sous contrôle du gouvernement. Et penser qu'il y a de la corruption à ce niveau-là, c'est complètement fou. Pourtant, c'est l'opacité la plus totale. De la construction du moindre hôtel au grand chantier des JO, lors de notre visite des sites sportifs, nous avons cherché à savoir combien ils avaient coûté. Résultat. Je ne sais pas. En fait, ce site a été construit par Gazprom. Je n'ai aucune information sur le coût de cette installation. Ce n'est pas de ma responsabilité. Parlez au propriétaire de Rosa Khutor. Mais vous êtes le manager, vous n'avez pas une petite idée? Cette patinoire a coûté autant qu'une patinoire similaire n'importe où en Europe. Et c'est combien ça? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que les prix sont comparables. Des prix comparables, mais la facture explose. Passée de 14 à 36 milliards d'euros, même un rapport de la Cour des comptes évoque pudiquement des dépenses injustifiées. L'exemple le plus cité, cette autoroute, 48 km pour relier la côte à la montagne, son prix 9 milliards de dollars, soit 200 millions le kilomètre. Mais le pactole olympique n'a pas profité à tout le monde. À l'entrée du Media Center, ce bâtiment qui accueillera les journalistes pendant les Jeux, nous retrouvons Sharan Sulimanov et les hommes de sa brigade. Quand on est arrivé ici la première fois, il y avait juste les fondations en béton, des dalles grises. Maintenant, je regarde le bâtiment et je me dis quelle beauté. On en a construit un en à peine 1 an et demi. Et vos salaires? Ah, ils nous doivent 5 mois de salaire. Simeon est juriste à l'ONG Mémorial. Il les a aidés à porter plainte, mais avec peu d'espoir que l'affaire aboutisse. Beaucoup de compagnies qui ont décroché des contrats ici ont créé des filiales ou des firmes portefeuilles, et ce sont ces sociétés qui ont embauché les ouvriers. Je pense que ça a été fait exprès pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Le bureau du procureur a été inondé de plaintes contre ces employeurs malhonnêtes, mais dans la majorité des cas, la justice n'a pas donné suite. Surtout parce que beaucoup de ces ouvriers n'avaient signé aucun contrat. C'est ce qui est arrivé à Roman. Lui aussi travaillait sur le chantier du Media Center. À un moment donné, j'ai eu un très mauvais pressentiment. À leur comportement, j'ai compris qu'ils étaient en train de nous jeter. Alors un matin, sans le dire à personne, j'ai écrit des pancartes. Et je suis allé dans la douche. Je me suis cousu la bouche. Et à 7h30, je me suis assis à l'entrée du chantier. Человеку не платят зарплату. Сколько месяцев? Пальцем покажи. 2 месяца не платят зарплату. Кинули и все. Un geste désespéré qui attire l'attention des médias et des autorités. Roman sera finalement payé. Ils ont voulu m'arnaquer, mais ils n'ont pas réussi. À l'aube, nous prenons la route avec Simeon. Il veut nous montrer ce que deviennent certains de ces travailleurs jetés des chantiers olympiques. Direction une station de bus, le Sel Soviet. Une sorte de bourse du travail informelle aux allures de tapin. Dans ces voitures, des particuliers viennent leur offrir des petits boulots payés à la journée. 10, 15 euros, petits salaires, auxquels s'ajoutent les pressions des autorités. Beaucoup sont sans papier, et quand ils ne cherchent pas du travail, ils jouent à cache-cache avec la police. D'habitude, il y a un monde fou ici. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des raids en ville pour arrêter les clandestins. C'est pour ça qu'ils ne sont pas nombreux. Depuis début septembre, les tribunaux ont émis en moyenne 15 décisions d'expulsion par jour. Quel contraste quand on voit les sites que ces hommes ont bâtis. Voici Rosa Khutor, au pied des pistes. Ce village est sorti de terre en 3 ans. Son prix, 1,5 milliard d'euros.
Yves Dimier est français. Ancien champion de ski, il s'est mis au service du comité organisateur de Sotchi 2014. Ce qui a été fait ici a été fait très rapidement, mais d'une belle façon. Je dirais que le résultat est aussi bon ici que ce qu'on a chez nous dans les Alpes. Il y a de très belles infrastructures et tout ça est bien intégré dans la nature, dans les belles montagnes du Caucase. Mais faire en 3 ans ce qui a été fait en 40 dans les Alpes sans conséquence, est-ce vraiment possible? Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Rosa Khutor. C'est ici, au bord de la route, que nous avons rendez-vous avec Anna. Anna est journaliste. Elle enquête sur les tonnes de déchets de construction provenant des chantiers olympiques, déversés ici légalement. Nous avons réussi à convoquer ici une représentante du ministère de l'écologie pour la région. Nous voulions au moins qu'elle nous explique ce que contiennent ces tas de morceaux de béton. Mais quand elle est arrivée ici, elle s'est plantée sur un tas d'ordures et elle m'a dit « Je ne vois pas de déchets, il n'y en a pas ici ». Pourtant, difficile de ne pas les voir. Pneus, bombes aérosols, mousse isolante, tout y passe. Malgré ce panneau, nous sommes dans une zone de protection des eaux. Sur la même route, nous passons avec elle devant 2 carrières créées pour extraire la pierre nécessaire à la construction des JO. Ici, les concasseurs fonctionnent jour et nuit. Un bruit assourdissant avec lequel vivent les habitants d'Archtyr, le village voisin. Nous ne dormons pas. Et ça ne fait pas 1 nuit ou 2 nuits. Ça fait 3 ans que nous ne dormons pas. Et comment vous voyez votre futur ici? Je ne sais pas. On va probablement tous tomber malades et crever. Toute cette poussière qui remonte des carrières, elle est dangereuse. C'est de la poussière de chaux. La nouvelle route, celle qui a coûté 9 milliards de dollars, passe juste en dessous du village. La mairie avait promis que les habitants y auraient accès. Les plans des travaux leur ont même été fournis, mais aucun n'a été réalisé. Ça fait 4 ans qu'ils nous ont laissés sans eau courante et sans route en plus. On n'est pas ingénieurs, mais on a compris qu'on allait être coupé de tout. C'est plus un village ici, c'est une réserve. Sans parler de ces camions. Vous voyez la circulation qu'on a ici? Qui font trembler les maisons à chaque passage. Si le prix de la terre flambe ailleurs, ici, les terrains sont invendables. La poussière recouvre tout. Zaven, le doyen d'Archtyr, ne peut plus vendre ses fruits. Trop dangereux pour la santé. Je pense que Poutine ne sait pas ce qui se passe ici. Ça doit pas remonter jusqu'à lui. Quand le chantier olympique a commencé, il avait ordonné que les droits des habitants locaux soient respectés. Alors ok, je comprends, les JO, c'est le prestige de notre gouvernement. Mais quand même. Avec ses 22e Jeux d'hiver, Vladimir Poutine compte redorer le blason de la Russie. Il s'en est fait le porte-parole le plus fervent, multipliant les coups de com', à force de vin chaud, de ski et d'interviews choc. Et ici, personne n'en doute, les 2 semaines de compétition se passeront bien. C'est l'après qui inquiète. Sotchi, atout d'une zone de non-droit, va-t-il s'en soucier, une fois éteinte, la flamme olympique?